israéliennes ont intensifié leurs attaques terrestres et aériennes dans la bande de Gaza assiégée, tuant plus de 2 dizaines de Palestiniens depuis l'aube. Dans le nord-ouest de Gaza, les forces du régime d'occupation ont fait exploser plusieurs véhicules blindés chargés d'explosifs près des tours al-Mukhabarat. Des tirs nourris ont également visé des zones résidentielles proches. Dans le centre de Gaza, des avions de guerre israéliens ont bombardé le camp de réfugiés Al-Bureij, tuant 4 Palestiniens et en blessant 10 autres. Des frappes aériennes ont aussi visé la ville méridionale de Khan Younes. Des témoins oculaires ont décrit l'intensité des explosions et du feu comme sans précédent. L'armée israélienne a également frappé mardi soir l'hôpital pédiatrique Al-Ran Tissi où se trouvaient 80 patients, a fait savoir le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué publié ce mercredi. L'armée israélienne a pris pour cible les étages supérieurs de l'hôpital à 3 reprises en l'espace de quelques minutes, peut-on lire dans le communiqué du ministère de la Santé de Gaza qui condamne cette attaque. Le bilan de la campagne génocidaire israélienne a dépassé les 65 100 morts avec plus de 165 900 blessés. Des milliers de Bédouins palestiniens ont organisé une manifestation dans la ville occupée de Bir Sheva, dans le désert du Negev, pour protester contre la politique israélienne de démolition de maisons et les colonies illégales. Les manifestants, lors du défilé de la fierté et de la dignité, ont scandé des slogans et affirmé qu'ils ne permettront pas au ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir d'embraser le Negev. Ils ont condamné le régime israélien pour la violation du droit des Bédouins à un logement décent. Récemment, les forces israéliennes ont démoli 40 maisons palestiniennes dans le village de Qasr al-Sir afin d'étendre des colonies israéliennes illégales, provoquant des affrontements entre résidents et forces israéliennes qui ont tiré des bombes sonores et fumigènes. Le village compte environ 1500 Palestiniens vivant dans des conditions de plus en plus difficiles. Toutes les colonies israéliennes sont illégales et violent les conventions de Genève qui interdisent l'installation de civils sur des terres occupées. Depuis des décennies, les autorités d'occupation israélienne procèdent à des évacuations forcées contre les Bédouins palestiniens. Au moins 4 soldats israéliens ont été tués dans la bande de Gaza lors d'une nouvelle opération de représailles menée par des groupes de résistance palestiniens. Selon les médias israéliens, l'opération de représailles a eu lieu au sud de Rafah, dans une zone que l'armée israélienne avait précédemment déclarée sécurisée. Au moins 8 soldats israéliens ont également été blessés, certains gravement. L'attaque impliquait la détonation d'un engin explosif sous un véhicule à Rafah. Des affrontements armés et des échanges de tirs ont également eu lieu entre les forces israéliennes et les combattants palestiniens dans le nord-ouest de Gaza. Des incidents similaires à Khan Younes et Gaza City ont déjà fait plusieurs morts parmi les soldats israéliens malgré une forte présence militaire. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Esmaïl Barahi a déclaré que le récent rapport publié par la Commission d'enquête des Nations Unies confirme sans équivoque que les atrocités commises par Israël à Gaza
constitue un génocide. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le diplomate iranien a évoqué l'analyse juridique de 72 pages menée par la commission dirigée par l'ancien haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Navi Pillay. Le rapport conclut que le régime israélien et ses forces poursuivent une intention génocidaire visant à détruire en tout et en partie la population palestinienne de Gaza. Le porte-parole de la diplomatie iranienne a souligné que les alliés d'Israël portent une responsabilité à la fois juridique et morale dans cette tragédie humanitaire persistante. Il a appelé ces acteurs à mettre un terme à leur complicité dans la campagne génocidaire en cours à Gaza. Enfin, Ismaël Baghai a opposé les conclusions de la commission de l'ONU à une lettre datant de septembre dans laquelle l'ancien secrétaire aux Affaires étrangères du Royaume-Uni, David Lammy, niait l'existence d'une campagne génocidaire israélienne contre les Palestiniens de la bande de Gaza. L'Iran estime qu'il revient désormais aux autres parties impliquées dans les négociations nucléaires de saisir l'opportunité actuelle pour poursuivre la voie diplomatique et éviter une crise évitable. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que Téhéran est prêt à œuvrer en faveur d'une solution équitable et équilibrée garantissant les intérêts mutuels. Il a tenu ses propos lors d'un appel téléphonique conjoint avec les chefs de la diplomatie de la Troïka européenne, à savoir la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi qu'avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Araghchi a affirmé que l'initiative européenne visant à rétablir les sanctions de l'ONU est dépourvue de toute justification légale ou logique. Il a ajouté que l'Iran a coopéré de manière responsable avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et a élaboré un plan clair pour respecter ses obligations en matière de garantie. Le président iranien Massoud Pezeshkian affirme que l'ère de l'unilatéralisme est terminée en soulignant un changement notable dans la dynamique mondiale. Il a déclaré qu'un modèle de coopération réussi entre les pays indépendants dont l'Iran et la Russie prouverait que l'ère de l'unilatéralisme est révolue dans le monde. Pezeshkian a fait sa remarque lors d'une rencontre avec le ministre russe de l'énergie Sergei Tesvilev à Téhéran. Il a déclaré que le partenariat stratégique entre l'Iran et la Russie témoigne de la manière dont des nations indépendantes peuvent prospérer sans dépendre ou se soumettre aux puissances unilatérales. Pezeshkian a salué la volonté partagée des deux pays de finaliser des accords bilatéraux, notamment dans le secteur des transports, de l'énergie et de la production électrique, précisant que les bases de cette coopération sont déjà établies. Tesvilev a également loué l'engagement de l'Iran et affirmé la disponibilité de la Russie à avancer sans délai, assurant qu'aucune sanction ni pression extérieure ne pourra empêcher l'expansion de leur coopération bilatérale. Casse-toi d'ici. En France, des manifestations et grèves nationales sont organisées par la population et les syndicats pour protester contre les mesures d'austérité proposées dans le budget de l'année prochaine. Plus de 250 manifestations ont lieu à travers le pays avec des fermetures généralisées d'écoles et des perturbations dans les transports publics. Environ 800 000 personnes sont descendues dans la rue
pour dénoncer les coûts prévus dans les services publics. Les syndicats réclament également un investissement accru dans l'éducation, la santé et les transports, ainsi qu'une augmentation des impôts pour les plus riches. L'ancien Premier ministre François Bayrou avait proposé des coupes totalisant 44 milliards d'euros, plan qui a conduit à sa destitution après un vote de défiance le 8 septembre. Ses successeurs, notamment le Premier ministre Sébastien Lecornu, continuent, selon les critiques, de suivre les mêmes mesures d'austérité. En France, des manifestations et grèves nationales sont organisées par la population et les syndicats pour protester contre les mesures d'austérité proposées dans le budget de l'année prochaine. Plus de 250 manifestations ont lieu à travers le pays avec des fermetures généralisées d'écoles et des perturbations dans les transports publics. Environ 800 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer les coûts prévus dans les services publics. Les syndicats réclament également un investissement accru dans l'éducation, la santé et les transports, ainsi qu'une augmentation des impôts pour les plus riches. L'ancien Premier ministre François Bayrou avait proposé des coupes totalisant 44 milliards d'euros, plan qui a conduit à sa destitution après un vote de défiance le 8 septembre. Ses successeurs, notamment le Premier ministre Sébastien Lecornu, continuent, selon les critiques, de suivre les mêmes mesures d'austérité. Des blocages complets ou partiels ont eu lieu jeudi matin devant 75 lycées, un peu partout en France, et quelques 17% des enseignants se sont mis en grève dans le cadre de la journée de mobilisation selon le ministère de l'Éducation. Quelques 23 lycées ont été complètement bloqués et des blocages filtrants ont été mis en place devant 52 autres établissements, a détaillé le ministère. L'Union syndicale lycéenne, USL, a recensé de son côté des actions devant 170 lycées. Le ministère de l'Éducation a par ailleurs fait état de 17,06% d'enseignants grévistes jeudi, dont 17,48% dans le premier degré et 16,78% dans les collèges et lycées. Des chiffres bien inférieurs à ceux des syndicats. Le SNES-FSU, principal syndicat du second degré, a comptabilisé 45% de grévistes dans le secondaire. Et la FSU, SNIUP, prévoyait un tiers d'enseignants du primaire grévistes. Dans la capitale, 9 lycées ont été bloqués selon le ministère, dont 3 complètement. Ravel, Turgot et Hélène Boucher. Ce dernier avait été rapidement débloqué par la police. Aucune interpellation n'a eu lieu lors de ces blocages, précise le ministère. À Ravel, dans le 20e arrondissement, quelques 300 manifestants se sont massés tôt le matin devant l'entrée du lycée, brandissant des pancartes telles que « Bloque ton lycée contre l'austérité », a constaté l'AFP. La police a été largement déployée autour du lycée. À Turgot, dans le 3e arrondissement, une centaine de jeunes se sont rassemblés dans une ambiance calme. Toujours dans le centre de Paris, une cinquantaine de jeunes se sont rassemblés devant le lycée Victor Hugo et une vingtaine devant Simone Veil. Du côté des universités, le campus Tolbiac de Paris 1 a annoncé sa fermeture à la suite d'actions violentes à l'encontre des personnels et un blocage des issues du bâtiment, qui ont duré peu de temps. Et quelques dizaines d'étudiants se sont mobilisés sur le campus Grand Moulin de l'université Paris-Cité. Ailleurs en France, à Lyon, l'école normale supérieure ENS et Sciences Po ont été fermées préventivement et le lycée Saint-Exupéry a été bloqué par une trentaine de jeunes avant une dispersion par la police. 18 septembre 2025, la France en colère, des manifestations du nord au sud, de l'est en ouest, dans tous les secteurs, à l'appel de l'intersyndicale, des grandes organisations syndicales en France,
les salariés, les chômeurs, les jeunes, les retraités sont dans la rue aujourd'hui pour manifester leur colère, leur ras-le-bol social. Ça montre qu'il y a une crise politique profonde en France depuis la venue du président Emmanuel Macron, surtout ces 2 dernières années, où il n'apporte aucune solution. La dette augmente, on n'arrive pas à voter un budget. Le problème de M. Macron, c'est qu'il n'a pas une majorité qui peut gouverner, ni dans l'Assemblée nationale, ni au niveau des régions ou des départements. M. Macron, le président de la République, aujourd'hui est devant ses responsabilités. Le nouveau Premier ministre, M. Lecornu aussi, est-ce qu'il va avoir la confiance du Parlement, des élus, du peuple? Aujourd'hui, le 18 septembre, c'est vraiment une grosse alerte pour le gouvernement, pour le président de la République, car la France traverse une crise politique majeure, une crise sociale. On voit la brutalité des forces de sécurité contre les manifestants. Aussi, ça risque que certains casseurs infiltrent les manifestants aussi pour discréditer les manifestations. Donc la France traverse un moment difficile où il faut avoir un réel courage politique de la part du président de la République, Emmanuel Macron.